Je commence par la Cité des Sciences, il vient d'en parler. L'étranger qui arrive en Tunisie et qui prend le grand boulevard en sortant de l'aéroport passe devant une boule bleue magnifique, une énorme sphère, le planétarium, la Cité des Sciences de Tunis. L'étranger s'imagine une grande activité culturelle à l'intérieur, scientifique, des enfants pressés de découvrir la science, pressés de découvrir les mystères de l'univers, de découvrir le système solaire, les planètes, les galaxies, des milliards d'étoiles, des enfants qui ont envie de connaître l'histoire du monde, l'histoire de l'univers tel qu'il a été construit depuis longtemps. Et ce planétarium a un matériel sophistiqué à l'intérieur donc de cette boule bleue, un matériel électronique, il y a des semi-conducteurs bien sûr à l'intérieur, et alors ce matériel très performant est là pour projeter des images qui vont éblouir la jeunesse mais aussi la cultiver. Le jour de son inauguration, le 21 mars 1996, c'était la fête de la jeunesse. Le public attendait de voir donc ces feux montrer la science. Et cette voûte s'éclairait des feux du savoir, un savoir patiemment élaboré depuis des siècles. Depuis que Galilée, je pense que vous connaissez Galilée, Galilée a pointé sa lunette vers le ciel. Il a osé la pointer, la lunette astronomique, vers le ciel, pour dévoiler les premiers secrets, pour dévoiler en fait un monde céleste que l'on croyait parfait et qu'il a trouvé vraiment différent de ce qu'on imaginait. Il a trouvé des montagnes sur la Lune, des taches sur le Soleil, un monde céleste imparfait. Alors donc, ce public attendait de voir ces merveilles. Et quelle a été la première photo projetée dans cette magnifique voûte? La photo de Ben Ali. Oui, c'est ainsi qu'un si beau projet, un projet aussi exaltant, a été détourné par le pouvoir politique, par un pouvoir dictatorial qui n'en avait rien à faire de la science. Et ce n'était pas la seule occasion où la science a été détournée de son objectif. Il y a eu d'autres manifestations scientifiques, comme l'inauguration du planétarium, où ces manifestations scientifiques donc, étaient mises au profit d'une propagande politique. Par exemple, en 2005, le SMSI, le sommet mondial sur la société de l'information, a été une grande manifestation politique au service du régime de Ben Ali. Mais voilà comment un régime non démocratique peut agir, comment un régime non démocratique, et la Tunisie n'est pas la seule dans ce cas, tous les régimes non démocratiques utilisent leur pouvoir pour exercer leur autorité dans tous les domaines de la vie publique, contraindre les esprits libres, les esprits timides, je pense aux esprits libres parce que j'en suis, les esprits timides, les esprits faibles à se soumettre. Mais en Tunisie, la jeunesse a réagi. Elle a dit son désir de changer les choses. Elle a plaidé pour la liberté, la dignité. Elle avait une revendication, une seule, l'emploi. L'emploi. C'était une revendication qui allait de pair avec une rupture par rapport au système qui était là, qui était en place. Un système qui se nourrissait de corruption, qui cultivait le clientélisme. La jeunesse s'est emparée d'Internet. Elle a utilisé les technologies les plus modernes pour dire sa liberté. Et cette jeunesse, elle pourrait être capable aussi de construire de nouveaux savoirs. Elle pourrait être capable d'inventer dans des domaines comme l'informatique, la biologie, les énergies renouvelables. Cette jeunesse, elle pourrait être en mesure de faire une nouvelle révolution, la révolution scientifique. Alors, pourquoi? Pourquoi une révolution scientifique? Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi est-ce important? C'est le moment. C'est le moment parce que la Tunisie doit avancer. Aujourd'hui, de grandes décisions sont en train de se prendre. Pas seulement
à l'échelle de la Tunisie, mais à l'échelle du monde. De grandes décisions sont en train de se prendre sur des grands problèmes. Les problèmes de l'énergie, j'en parlais tout à l'heure, les problèmes de l'eau, les problèmes de la santé, la production des vaccins, les nouveaux moyens thérapeutiques, l'environnement, le réchauffement climatique, le problème de la pollution des mers. Tous ces problèmes-là nécessitent des compétences. Ils nécessitent, bien sûr, des expertises. Et de l'évolution de ces problèmes-là, la Tunisie doit être parmi les décideurs, elle doit être parmi les acteurs, car nous devons passer du stade de consommateur au stade de producteur. Nous devons être présents sur la scène. Et pour être présents, il faut une nouvelle rupture. Après la rupture de la liberté et de la dignité, après cette révolution qui a redonné aux Tunisiens la parole, eh bien, il faut aujourd'hui une nouvelle révolution, la révolution scientifique. Alors, que faut-il? Que faut-il pour que la révolution scientifique se réalise? Il faut que la science puisse s'épanouir dans notre pays. Et pour qu'elle puisse s'épanouir, il faut qu'elle soit autonome. Autonome de tout, autonome du dogme religieux. Or, la science, aujourd'hui, n'est pas libre. Elle n'est pas libérée du dogme. Et j'en ai fait l'expérience. Au début des années 80, quand j'étais professeur à la faculté des sciences de Tunis, professeur de physique, j'enseignais la relativité restreinte, la relativité d'Einstein. Et mes étudiants réagissaient. Ils refusaient la théorie de la relativité d'Einstein. Ils disaient « Einstein s'est trompé ». Pourquoi? Non. Ils refusaient le fait que la lumière se propageait avec une vitesse finie. Dans le vide, 300 000 km par seconde, vous savez ça. Mais les étudiants qui réagissaient, donc qui exprimaient le refus, ne me donnaient pas d'argumentation scientifique. Mais ils exprimaient une conviction. La conviction que la lumière avait un caractère sacré. Et donc, bon, elle relevait d'une puissance transcendante. Et donc, sa vitesse ne pouvait être qu'infinie. Pour certains, donc, la science est religion, la religion est science. C'est erroné et c'est dangereux. Oui, le danger est là. Car si la science ne se libère pas du dogme, la révolution scientifique n'aura pas lieu. Le développement de notre pays ne se réalisera pas comme nous le voulons. Oui, la science est encore dans une situation où, chez nous, elle n'est pas conçue comme quelque chose qui relève de la démarche scientifique, la démarche rationnelle. Et certains présentent toutes les théories scientifiques, la théorie du Big Bang, les trous noirs, le fond cosmologique, je vais en dire un mot, comme étant des théories qui existaient déjà dans le texte coranique. Et pour eux, au fond, toutes ces découvertes ne sont pas récentes. Mais ceux qui proposent cette vision de la science, je les appelle les faussaires de la science. Pourquoi? C'est un détournement de la science, mais c'est aussi un détournement de la religion. Et comment affirmer que, de manière aussi facile, que voilà, dans un texte, évidemment que tout le monde respecte, ce texte-là serait un texte de physique. Je vous ai parlé du fond cosmologique. Ils prétendent que voilà, tout ça fait partie de ce qu'ils appellent les miracles du Coran. Alors, le fond cosmologique, c'est la trace des premiers photons de lumière, des premiers grains de lumière qui sont apparus dans l'univers 380 000 ans après le Big Bang. Et les savants, les théoriciens, les ingénieurs ont travaillé pour essayer de capter ce rayonnement qui est devenu très faible maintenant.
Il a commencé à être découvert en 65. Puis, un satellite, le satellite Kobe, en 92, a essayé de prendre cette image du ciel, 2003. Et la dernière, bon, elle n'est pas passée, c'est pas grave. Et la dernière, donc, c'est le satellite Planck, qui a pris une image très très précise, c'était en 2013. Donc, voilà, la science, c'est quelque chose qui se construit, qui s'est construit lentement, mais certains la présentent comme une certitude. Oui. Ils la présentent comme une certitude, et je vais vous citer ce qui est en exergue d'un site, bon, donc beaucoup de sites web la présentent différemment, la science la présente autrement que ce qu'elle est. Là, dans le site de la Commission scientifique du Coran et de la Sunna, il est dit « Telle est la science, et nul ne peut la repousser, à moins qu'il ne soit fou. Telle est la certitude, et nul ne peut la nier, à moins qu'il n'opte pour l'ignorance. » Un diktat, une déclaration qui rappelle les heures sombres de la science, les moments où, effectivement, on refusait la démarche scientifique, les moments où les savants étaient persécutés, étaient exclus, étaient condamnés. Tout le monde connaît le procès de Galilée. Et ils pouvaient être aussi brûlés vifs, comme Giordano Bruno en 1600, pour avoir affirmé l'infini des mondes. Oui, la science est construite lentement, difficilement, à force de remise en question, de remise en cause, d'hésitation, d'observation, de vérification. Et elle s'est libérée du dogme petit à petit. Et une question qu'on peut se poser, justement, elle s'est libérée du dogme. C'est justement quand la science a pu agir de manière autonome qu'elle s'est développée. Alors on peut se poser aujourd'hui la question, ce que je disais quand dans notre pays, la science n'est pas libérée du dogme. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Comment on concevait la science dans le monde arabo-musulman, les premiers siècles de l'islam? Eh bien, l'histoire nous donne la réponse. De grands savants, dont on retient les noms aujourd'hui, ont innové, initié des nouvelles théories. Ils ont inventé. Et les étudiants de la faculté des sciences de Tunis, en 2008, lorsqu'il y a eu ce festival sympathique, festival culturel et sportif, ont fêté nos ancêtres scientifiques. Ils ont fêté Khwarizmi, l'inventeur de l'algèbre. Vous voyez ici le Biruni. Il y a eu aussi Ibn al-Haytham, l'inventeur de l'optique. Donc, le monde arabo-musulman n'a pas cessé, pendant plusieurs siècles, de produire de la science, d'inventer de nouvelles théories. Mais, pourtant, où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, la science nous a échappé. Elle a continué sa belle aventure ailleurs. Elle a continué à se développer ailleurs. Et peu à peu, nos savants, leurs voix se sont tues, leurs écrits, même leurs écrits, ne faisaient plus partie des cours des grandes universités, l'université de la Zitouna ou l'université de l'Azhar au Caire. Peu à peu, Ibn Khaldoun faisait le constat. Ibn Khaldoun, dont la statue trône au bout de l'avenue Bourguiba, la statue qui nous est devenue familière aujourd'hui, au pied de laquelle on se repose lors des manifestations. Donc Ibn Khaldoun, déjà au XIVe siècle, Ibn Khaldoun le maghrébin, faisait le constat du déclin des sciences. Et il regrettait la disparition des sciences rationnelles, disait-il, lorsque le vent de la civilisation eut cessé de souffler sur le Maghreb et sur l'Andalous. Alors, il est temps de faire la révolution scientifique. Il est urgent de revenir sur la scène scientifique. Il est urgent de libérer la science du dogme. C'est ainsi qu'elle pourra s'épanouir dans notre pays. C'est ainsi que la Tunisie, notre cher pays, pourra se développer. C'est ainsi qu'on pourra donner
et apporter des solutions scientifiques à un certain nombre de problèmes, les problèmes de l'eau, de la santé, de l'agriculture, de la pêche, problèmes des énergies renouvelables, tant de problèmes qui nécessitent une compétence, une expertise. Alors, la jeunesse, notre jeunesse tunisienne, est capable aujourd'hui, après avoir opéré la rupture politique, d'opérer cette deuxième rupture. Notre jeunesse est capable de réaliser cette révolution. Elle est capable de se libérer de tout. Elle est capable de s'investir dans la magnifique aventure scientifique, l'aventure des esprits libres et des esprits critiques. Alors, soyez libres et critiques.